Bonjour, rebonjour tout le monde. On va terminer cette session de la journée sur la marque Maroc. La COP22, c'est la dernière session. Et en fait, je voudrais reprendre quelques thèmes qui sont revenus pendant la journée, mais un thème qui m'a particulièrement marqué, en fait, c'était cette notion de institution faible, marque faible. Et je voudrais à ce titre, puisqu'on est au Four Seasons, vous rappeler la visite qu'on a eue en fait d'une délégation japonaise avec l'ensemble des ministres arabes. Donc c'était une conférence Japon Ligue arabe dans lequel en fait il y avait un ministre japonais, Monsieur Hayati, qui avait en fait les portefeuilles de l'industrie, de l'économie et du commerce, en Inde, de la troisième plus grande économie mondiale. Donc, c'est dire l'importance, lorsqu'on est un pays axé sur une image de marque, de consolider en fait les institutions pour pouvoir avoir une force de frappe. Et je pense qu'en cette matière, le Japon, qui abrite le G7 en ce moment, a quelque chose à enseigner au reste du monde. Maintenant, je vais basculer sur la vision, la stratégie, l'imaginaire, le rêve et les synergies en passant par les chaînes de valeur et les métiers mondiaux. En fait, je vais vous évoquer en fait une anecdote puisqu'on a parlé de la marque et de l'importance lorsqu'on parle de marque, de storytelling, qu'il y ait toujours une petite histoire ou quelque chose derrière une marque et faire en sorte que ces petites histoires puissent, si vous voulez, basculer et graduellement souligner les métiers mondiaux du Maroc. Je vais parler dans mon cas précis, puisque je suis directeur du projet Sahara Wind, de l'éolien au Sahara il y a une vingtaine d'années, 22 ans. On était ensemble avec M. Mouline, qui était directeur technique du CDER, en train d'évaluer le potentiel éolien sur les côtes sahariennes. Et en fait, à l'époque, quand on commençait à faire les mesures, on s'est rendu compte que c'était un potentiel considérable. Et en fait, ce potentiel va graduellement nous amener à l'étudier de manière approfondie. Et en fait, à travers ce potentiel, on réalise que ce sont les alizés atlantiques. Les alizés atlantiques elles-mêmes, de par friction du courant de surface sur l'océan, sont en fait, ont drainé vers le Maroc près de 75% des réserves mondiales de phosphate, et on ne peut parler de sécurité alimentaire mondiale, on ne peut parler de métiers mondiaux du Maroc sans parler des fertilisants, de la place prépondérante qu'occupe l'OCP dans cette architecture. Et à ce titre, je pense que l'interconnexion maintenant entre les énergies renouvelables, leur empreinte fossile, et la mise en place de grands projets structurants. Alors si on parle de cette énergie éolienne d'il y a 20 ans, je pense qu'on aurait difficilement imaginé que, à l'heure actuelle, il y a quelques mois, on a signé l'énergie éolienne la moins chère du monde, avec 2,7 centimes d'euros au kilowattheure, pour une capacité de 850 mégas, ayant déjà attiré une industrie locale dans laquelle 75% du montant et jusqu'à 75% du montant est investi au niveau local. Alors je vais rappeler rapidement la station Nord, qui est le plus grand, ou qui va être le plus grand, qui a été inauguré par Majesté il y a quelques mois, et qui va être le plus grand complexe solaire thermique, voire solaire du monde. Donc toutes ces énergies renouvelables, toute cette proximité avec l'Europe, je pense qu'avec des réseaux énergétiques énormes, je pense que cela appelle à une réflexion sur le rôle du Maroc et de cette conférence mondiale sur les changements climatiques. Donc, je vous présente donc, dans le cadre de cette discussion sur la COP22 l'image du Maroc, l'image que pourrait dégager le Maroc sur cet événement. Donc, M. Medvedovski, qui a piloté la présence du Maroc à la COP21 et qui a mis en place un consortium, je dirais, qui a réussi à remporter l'appel d'offres sur l'organisation de la COP22. Donc on aimerait bien avoir du retour sur cette expérience. Je passe
Je passe directement à M. Éric Bazin, le fondateur des Ateliers de la Terre, donc, qui était depuis de nombreuses années militant sur un nouvel ordre écologique, un nouvel ordre de gestion responsable à la fois des ressources et des énergies. Monsieur Mouline, qui représente qui est maintenant directeur, bien entendu, depuis il y a 20 ans, Monsieur Mouline a évolué pour enfin chapeauter à la fois le centre de développement des énergies renouvelables, qu'il a transformé sous sa présidence, sous sa direction, en agence des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Monsieur Mouline est aussi très actif dans le monde, au sein du patronat, au sein des énergies renouvelables. Donc, il représente la commission verte au sein de la CGEM. Et bien entendu, il est membre de cette équipe restreinte qui a été composée pour piloter cette COP22 au Maroc, responsable du pôle partenariat public-privé. Et je pense que Monsieur Brahim Fessifiri nous fait l'honneur d'assister de participer plutôt à ce débat. Et donc, ça serait intéressant effectivement de voir à quel niveau en fait les think tanks ont contribué à cette dynamique auquel le Maroc a bénéficié à travers l'organisation de cette COP22, qui, je le rappelle, je pense que, alors vous me corrigez si je me trompe, le Maroc est le seul pays qui va à ce moment-là organiser 2 COP, si je comprends bien. Alors, je dois poser la question à M. Mouline. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus, sur l'évolution finalement des COP et de la politique marocaine dans ce sens? Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que je me retrouve ici. Et quand mon ami Ibrahim m'avait demandé de venir parler de la marque Maroc dans le cadre de la COP, j'ai dit tout de suite oui, parce qu'il y a vraiment aujourd'hui une reconnaissance internationale de ce qu'a fait le Maroc dans le cadre des projets liés au climat, aussi bien pour la dotation que pour l'atténuation. On était il n'y a pas si longtemps à New York. La ville de Ouarzazate est connue aujourd'hui à New York, pas seulement ceux qui travaillent dans les renouvelables, parce qu'auparavant, notre projet dans le domaine des renouvelables, on se retrouvait tous entre nous, les grands acteurs du monde entier, et tout le monde connaissait. Maintenant, quand vous avez maintenant vous avez un acteur, c'est pour ça que je voulais dire, quand vous avez des tweets d'un grand acteur mondial et qui demande à ses followers de voir le site de la centrale solaire de Ouarzazate, ça montre aujourd'hui, avec cette vision royale, on a eu vraiment quelque chose d'exceptionnel. On va parler de la COP, mais c'est vrai, le Maroc va être le premier pays à organiser une deuxième COP. La COP 7 en 2001, c'était à Marrakech déjà, et c'est la première fois qu'un pays organise une deuxième COP. Donc à la 22e COP, elle sera encore à Marrakech, et ça a complètement un sens avec tout ce qu'a concrétisé le Royaume du Maroc, aussi bien dans l'atténuation. L'atténuation, c'est tout ce qui est lié aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, que l'adaptation, tout ce qui est gestion de l'eau, qui est historique dans notre pays, et qui a aujourd'hui, il y a des grands prix internationaux marocains reconnus pour la gestion de l'eau. Donc nous sommes dans des secteurs où le Maroc a une carte à jouer énorme, où il y a une reconnaissance, où il y a une marque Maroc reconnue déjà, et qu'il va falloir encore mettre en avant lors de la rencontre de Marrakech. Mais je peux vous dire, parce que la COP, c'est quoi aujourd'hui? Ce n'est pas seulement les États qui négocient, ce qui était le cas avant. Il y a 4 grands acteurs. Il y a les États qui négocient, et l'accord de Paris, c'est une chance parce que pour une fois, tout le monde est d'accord, il n'y a plus de climato-sceptiques, donc tout le monde a signé un accord. Ça a été entériné à New York il n'y a pas si longtemps. Mais surtout, on a les acteurs qui sont présents avec les États, qui sont la société civile, les territoires et les secteurs privés. Ces 3 grands acteurs qui sont aussi bien présents pour les négociations, qui sont aussi présents pour les projets. Et lorsqu'on voit aujourd'hui ce qui s'est passé, ce que disait M. Benhamou tout à l'heure, concernant ce qui s'est passé dans l'éolien dans notre pays, non seulement nous avons réussi
parce qu'il y a une vision royale et une politique volontariste, pas depuis la COP, bien avant. Hein. En 2009, c'est l'orientation qui a été donnée au Maroc et pour que les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique soient une priorité dans notre politique énergétique, avec des objectifs chiffrés, avec des institutions dédiées. Et ce que nous avons obtenu en résultat aujourd'hui, et qui est exemplaire, et c'est pour ça que beaucoup de pays du Nord et du Sud nous citent comme exemple dans ce domaine. Quand on voit le plus bas prix du monde, vous l'avez bien dit, Khalid, tout à l'heure, c'est parce qu'il y a aussi, en parallèle avec cette volonté, une gouvernance et une transparence qui a permis d'obtenir les plus bas prix au monde, qui a permis d'obtenir une intégration industrielle aujourd'hui de 70% pour l'éolien. C'est exceptionnel. Les grands acteurs, et c'est pour ça parce que les COP demandent qu'il y ait plus de transfert nord-sud, le Maroc va montrer l'exemple de transfert nord-sud aujourd'hui, avec une usine qui est montée avec des partenaires, avec Siemens pour ne pas les citer, mais une usine de pales à Tanger, les mâts sont faits au Maroc, les câblages est fait au Maroc, les génies civils, donc 70% des parcs éoliens est construit au Maroc. Et notre message avec tous nos partenaires du Sud, africains et autres, on leur dit, attention, ces projets renouvelables qui sont prévus, ils sont prévus dans le cadre de projets d'accompagnement dans le cadre de la COP, parce que l'électricité et l'eau et la sécurité alimentaire sont les trois grands thèmes qui sont demandés, surtout dans le cadre africain. Hein. Et sur ces trois dossiers, notre pays a un savoir-faire, notre pays a des réalisations, des concrétisations et des grands acteurs. Hein. Entre Mazen, entre l'OCP, entre l'ONE, pour les acteurs de l'eau, nous avons aujourd'hui des acteurs qui vont présenter leur rôle, mais tout ceci a été aussi fait dans le cadre de partenariats public-privé. J'ai la chance de piloter le pôle partenariat public-privé au sein du comité COP22. Pourquoi un pôle partenariat public-privé? Parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des projets d'adaptation, d'atténuation, lorsqu'ils réussissent, c'est souvent fait dans le cadre de partenariat public-privé. Nos projets éoliens et solaires sont faits dans le cadre de partenariat public-privé. C'est le privé qui investit surtout. Dans le domaine de l'eau, nous avons des cas concrets au Maroc où la gestion de l'eau est faite aussi par le privé. Donc nous sommes dans un schéma où nous avons un savoir-faire. Il y a, on peut dire, une marque Maroc dans le domaine de l'eau, dans le domaine des renouvelables et dans le domaine, bien sûr, de la fertilisation raisonnée. Et je pense, bien sûr, au groupe OCP. Donc vous voyez que dans tous ces schémas, il y a clairement, dans le cadre de la COP22, une carte à jouer qui est existante, mais qu'il va falloir bien montrer, bien amplifier. Et ce que nous avons prévu lors de la COP, c'est aussi de faire visiter les concrétisations du Royaume du Maroc, aujourd'hui dans les domaines aussi bien d'atténuation que d'adaptation, parce qu'on a tracé un petit cercle autour de Marrakech de 200 km. Ça va du parc éolien de Souera, à la centrale solaire de Ouarzazate, à la ville verte de Ben Guerir avec le groupe OCP qui est LEED Platinum, à la station d'épuration de Marrakech où le biogaz est récupéré et valorisé, la décharge de Marrakech qui est en train d'être mise à niveau, l'éclairage public, le pompage solaire dans l'agriculture. Nous avons une liste de projets concrets, montrés, et qui vont servir aussi à montrer que cette marque Maroc, aujourd'hui, a concrétisé avec non seulement des projets techniques, de nouvelles technologies propres, mais aussi avec des financements qui viennent beaucoup du privé. Et c'est le montage quelle modalité pour avoir le privé qui s'investisse là-dedans, qui va être mis en avant, avec le secteur financier international et le secteur financier national. Hein, les banques ont un rôle à jouer, les assurances ont un rôle à jouer, tout ce monde est impliqué dans le cadre de la COP. Alors, en gros, il s'agit maintenant de capitaliser sur... vendre plutôt l'imaginaire et le rêve, hein, puisque c'est un petit peu la thématique qui a été évoquée ce matin. Quand on parle d'une marque pays, il faut absolument avoir recours à ce genre de mécanisme, dans l'imaginaire collectif du moins. Et on espère que la COP22 va pouvoir nous permettre de consolider cette image sur... je dirais qu'elle est basée déjà sur des politiques qui ont, dans le cadre de la politique de l'eau, c'est les années 60. Hein, on a les phosphates, etc. Donc c'est vraiment l'aboutissement de... Plus que ça, Khalid, si vous avez vu le logo de la COP, il y a la MENARA. Et la MENARA, c'est un projet d'aménagement, de gestion de l'eau, à la base, il y a très longtemps. Absolument, absolument. Donc pour en revenir sur la COP22,
Vous avez piloté, monsieur Medvedevski, pardon, excusez-moi. Medvedevski, excusez-moi. Vous avez piloté en fait la présence du Maroc à la COP 21 et vous avez mis en place un consortium qui a finalement remporté l'appel d'offres sur la COP 22. Maintenant, parlez-moi un petit peu de comment on arrive à des résultats pareils, comment on arrive à accompagner d'abord le rêve marocain au niveau de la COP 21 et de s'assurer qu'on a une image en fait qui puisse se vendre suffisamment bien à l'étranger. Marche. Ah, il faut que j'appuie. Très bien. Merci d'abord à Madame Mafiri et puis à mon ami Brahim Fassifiri de m'avoir invité à cette manifestation et à participer à ce débat. C'est vrai qu'on a beaucoup de fierté. Moi, je préside le groupe ESL Network, qui est un groupe d'origine française, aujourd'hui très international. On est installé au Maroc. Nous avons ouvert une filiale qui s'appelle ESL Agence Publique Maroc. Et on a eu beaucoup de fierté à participer dès l'origine au projet COP22, on peut dire, puisque dès la désignation du Maroc lors du sommet de Lima, nous avons commencé à travailler avec les autorités marocaines, avec le ministère de l'Environnement, et nous avons travaillé à la conception de ce que devait être cette COP22. Voilà. Et on a eu ensuite la fierté, effectivement, d'être la cheville ouvrière du groupement lauréat qui a emporté l'appel d'offres pour l'organisation de ce grand événement. Ce que je voudrais dire d'ailleurs sur cet événement, en complément de ce que disait M. Mouline, c'est que c'est un événement planétaire, c'est-à-dire que quand on dit, et c'est vrai, je pense que le Maroc peut être fier d'être le premier pays à l'organiser 2 fois, c'est qu'entre la COP 7 de Marrakech et la COP 22 de Marrakech, quel chemin parcouru et quel changement de dimension et de taille. C'est-à-dire la COP 7 à Marrakech, c'était quelques milliers de participants, 3 ou 4 000 probablement, hein, si je me souviens bien. Là, vous allez avoir à Marrakech entre 35 000, 40 000 personnes qui vont venir pendant 12 jours, 160, 170 pays venus du monde entier, 5 000 journalistes, donc un événement de dimension planétaire où tout le regard du monde pendant une douzaine de jours va être tourné vers le Maroc et va permettre la mise en valeur d'un certain nombre de choses que le Maroc a envie de porter pour cet événement. Et donc là, c'est une formidable vitrine. Voilà. Et donc la question qui se pose, puisque c'est celle qui vous était posée, est-ce que c'est un atout pour la marque Maroc et comment l'exploiter? Évidemment, vous seriez surpris si je vous disais non, non, c'est pas un atout. Évidemment, c'est un formidable atout pour le Maroc et pour la marque Maroc. Bon, à condition tout simplement qu'on fasse l'effort de, et c'est ce que vous faites depuis ce matin, dans des débats très passionnants et très intéressants, de donner du contenu à ce qu'on entend être la marque Maroc. Est-ce que la marque Maroc, telle que vous la voulez, telle que le Maroc veut la porter, correspond finalement à l'objet, aux objectifs, à la dimension de cet événement qu'est la COP 22? Et ce qui m'a frappé, et honnêtement, je suis venu quand Brahim m'a demandé de venir participer à cet événement, je me suis dit, bon, c'est quoi la marque Maroc? C'est quoi le contenu que les Marocains ont envie de lui donner? Donc je me suis mis à réfléchir et j'ai essayé de faire des comparaisons avec ce que serait une marque France, une marque Allemagne, une marque États-Unis. Ce sont des concepts quand même super compliqués à manager. Et si on leur donne pas et si on fait pas l'effort de donner un contenu très important, on peut passer quand même à côté beaucoup de choses et surtout se perdre en voulant tout faire, tout dire et tout englober dans un même ensemble. Bon. Et ce qui m'a frappé depuis ce matin, c'est que j'ai dégagé, moi, 3 atouts du Maroc qui me paraissent parfaitement correspondre aux enjeux de la COP 22 et que vous allez pouvoir, si on fait ensemble cet effort et qu'on a commencé à faire, mais qu'on se retrousse les manches et qu'on utilise cet espace de la COP 22, qu'on va pouvoir vraiment mettre en valeur à l'occasion de cet événement planétaire. Premier atout, on se l'est dit depuis ce matin, et vous en avez pleinement conscience, c'est un ensemble d'atouts géographiques et géostratégiques qui se correspondent aujourd'hui très bien. C'est-à-dire que aujourd'hui, et j'insiste bien, c'est le mélange des deux, c'est-à-dire la géographie vient s'ajouter à une situation géopolitique et géostratégique que le Maroc exploite, me semble-t-il, très bien aujourd'hui, grâce à la politique mise en œuvre par le roi du Maroc, hein, par Sa Majesté le roi du Maroc, et par, évidemment, le gouvernement et les autorités politiques. Cette situation géographique et géostratégique fait que le Maroc est aujourd'hui une formidable interface dans le dialogue
nord-sud, nord-est-sud, nord-ouest-sud. Hein. J'ai bien compris que le regard du Maroc était tourné de tous les côtés de ce point de vue-là. On n'a pas beaucoup parlé d'Europe, mais je n'oublie pas malgré tout, parce que je suis moi-même européen et français, que les relations que le Maroc noue avec ce continent-là aussi. Donc vous êtes très bien positionné aujourd'hui pour cette interface-là, sur le plan géopolitique, géostratégique, et vous êtes évidemment un formidable hub, tout le monde l'a dit, à destination du continent africain, et donc dans un dialogue sud-sud qui aujourd'hui est en train de prendre les formes que nous avons décrites tout à l'heure. Donc ce premier atout, il est très important, et vous verrez que c'est un des moteurs, évidemment, d'un succès ou pas de la COP22, c'est-à-dire que la COP22 nécessite le dialogue entre tous ces éléments-là du monde tel qu'il est en train de se mouvoir, et il faut absolument tenir compte de tout ça, et je pense que le Maroc est très bien positionné aujourd'hui. Le soft power dont on parlait ce matin, il est là. La manière dont le Maroc peut exprimer son soft power, il est dans ces relations-là. Deuxièmement, et deuxième atout formidable, il est indispensable aussi au succès de la COP22, et d'ailleurs à la notion de marque, c'est qu'on a besoin d'hommes et d'entreprises. Il n'y a pas de marque s'il n'y a pas d'hommes et d'entreprises. Une marque, c'est pas simplement quelque chose qui se détermine et se définit par le haut, par un pouvoir politique, par des institutions. La marque allemande, s'il y a une marque allemande, elle tient à la force de son industrie, à la qualité de ces grandes entreprises familiales du cœur de l'Allemagne qui ont une qualité de production, une qualité de formation, une qualité donc de produits à exporter extraordinaire. Si on parle de la marque France, qu'est-ce que serait la marque France s'il n'y avait pas des entreprises dans le secteur de l'art de vivre, du luxe, des entreprises comme Airbus, des entreprises comme l'aérospatiale, enfin l'ancienne aérospatiale et les entreprises du secteur de l'espace ou des télécoms, il n'y aurait pas de marque France non plus. Et donc il est vrai aujourd'hui que le Maroc bénéficie d'atouts dans ce domaine avec des entreprises, des grandes banques, des grandes compagnies de télécoms, des grandes compagnies, une grande compagnie aérienne, des grandes entreprises du secteur d'exploitation minière, et puis ce réseau que je connais un peu moins, mais qui s'est exprimé aussi tout au long de cette journée de PME et d'entreprises de taille intermédiaire, qui sont extrêmement performantes, dynamiques, et qui sont dans une dimension aujourd'hui de conquête. Alors cette conquête, on a eu raison de le dire, beaucoup d'intervenants l'ont fait, et moi je pense vraiment qu'ils sont dans le vrai, ça ne doit pas être simplement de l'exportation, même si c'est très important d'exporter les produits du Maroc, mais ça doit être de l'investissement, c'est-à-dire que c'est important que les entreprises, les chefs d'entreprise marocains, les élites marocaines aujourd'hui rentrent dans le jeu de l'investissement, des acquisitions, des opérations de fusion, d'implantation à l'étranger, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Le Maroc doit être dans cet esprit de conquête, et je pense que c'est très important parce qu'à travers ça, c'est la définition d'un nouveau modèle de développement où vous êtes vous pouvez être dans une situation de leadership, parce que c'est un nouveau modèle de développement que vous pouvez inventer, leader dans des économies émergentes, avec une dimension internationale extrêmement forte et très soucieuse du développement durable, qui est évidemment, et d'un autre modèle économique qui est évidemment au cœur de la COP22. Enfin, le troisième atout qui me paraît très important aussi, et dont vraiment il faut que vous ayez conscience, je crois que c'est Abdelmalek Alaoui qui l'a mentionné ce matin aussi, c'est la culture et le politique. En d'autres termes, il faut que vous ayez conscience, et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes aujourd'hui un pays géostratégique aussi important pour les États-Unis, pour l'Europe, pour la Russie ou pour la Chine, c'est que vous présentez le visage d'un pays fier de ses racines et de sa culture et de sa religion, et en même temps inscrit dans la modernité et dans le développement économique. Il n'y a pas beaucoup de pays qui symbolisent cela, au degré où le Royaume du Maroc le symbolise aujourd'hui, et ça c'est fondamental parce que vous êtes de ce fait un modèle pour, j'allais dire, le reste du monde dans une vision géostratégique de ce que peut être un développement moderne, une économie qui se développe, un développement harmonieux, avec en même temps le respect de ses institutions, de ses traditions, de sa culture et de sa religion. Alors pour toutes ces raisons-là, la COP22 est un formidable événement pour vous. D'abord parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un événement planétaire.
C'est un événement où il y a beaucoup de multilatéral, bien sûr, puisque c'est un événement onusien et donc il s'agit de faire travailler tout le monde ensemble et d'essayer de mettre en application, de prolonger, d'approfondir tout ce qui a été discuté au niveau de la COP21, mais c'est aussi un formidable espace pour du bilatéralisme. Tous les pays du monde vont défiler, vont venir voir, ils ont commencé à le faire, le Maroc pour discuter de politique, d'investissement, d'échanges, d'accords bilatéraux. Et donc, il faut que cet espace-là, vous le fassiez vivre de manière considérable. Troisièmement, cet événement, il est bien évidemment à fort contenu. Monsieur en a parlé, Monsieur Mouline en a parlé, donc je ne veux pas insister là-dessus. Vous avez des spécificités dans le développement durable, dans le développement des énergies renouvelables. Vous avez toute une série de choses qui sont évidemment, et de la lutte contre le changement climatique. Donc vous êtes au cœur de tout ça et vous avez beaucoup de spécificités là-dessus. Et puis j'ajoute deux autres choses qui me paraissent fondamentales et importantes, c'est que d'abord la COP22, ça ne doit pas être simplement un événement, c'est-à-dire que si on est là à parler de la COP22, c'est qu'elle a déjà commencé, et elle a déjà commencé depuis quelques semaines ou quelques mois, et donc c'est une période de temps longue que vous devez occuper et qui doit permettre l'organisation d'autres événements, on appelle ça dans notre jargon les side events, mais d'événements nombreux et variés où l'économie marocaine, la culture marocaine, le Maroc dans ses relations avec le reste du monde doit construire et jalonner tout cet espace de temps qui nous sépare du mois de novembre, mais qui continuera à vivre après, puisque vous savez que vous assurerez encore la présidence de la COP dans l'année qui suit l'organisation de l'événement lui-même en novembre 2022. Et donc cette COP, et je me souviens très bien pardon, 2017. Oui, je sais bien. Ça serait mieux encore jusqu'en 2022. Bon. Dernier élément que je voudrais dire sur cette COP, et ça avait été d'ailleurs un des éléments que nous avaient donné les autorités marocaines lorsque nous avons réfléchi à cela, c'est que cette COP, elle doit être marocaine. Une COP, c'est un grand événement international, je l'ai dit, mais si vous avez assisté déjà à des COP, c'est quoi? C'est des grands espaces, des grandes tentes, des grands hangars où il se passe des grandes réunions internationales avec des salles de réunion. Et finalement, on pourrait se dire qu'elle ait lieu à Lima, à Paris ou à Marrakech, qu'est-ce que ça change? Et on nous a donné, et nous avons beaucoup travaillé là-dessus, comme ligne directrice, que le Maroc souhaitait que cette COP, elle soit aussi marocaine et que justement tous les éléments fondamentaux de votre pays, de la culture marocaine, d'où probablement d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu cette insistance à faire figurer la Ménara dans le logo de la COP 22, ce qui n'était pas évident au départ, mais en tout cas, voilà autant d'éléments qui fondent ce que doit être cette COP 22. Alors, je voudrais terminer, pour ne pas être trop long, hein, en espérant être assez complet, pour dire qu'il y a malgré tout, à mon sens, quelques écueils à éviter, et que ces écueils, il faut que on les mesure, et je pense que le gouvernement, les autorités marocaines, le roi sont parfaitement conscients de ça. C'est qu'en même temps, il ne faut pas se disperser, et il ne faut pas vouloir tout faire en même temps, et donc il faut essayer de se concentrer et à la fois sur les objectifs qui sont ceux-là, et concentrer en particulier les investissements à réaliser, les efforts budgétaires qui sont nombreux quand même, hein, ce sont des événements qui coûtent cher à organiser, donc il faut absolument les concentrer dans un espace. Deuxièmement, le deuxième écueil, c'est que, et c'est très important pour votre marque en même temps et pour la marque du Maroc me semble-t-il, c'est qu'il est fondamental et important que cet événement, les Marocains, tous les Marocains se l'approprient. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un événement international qui vient se plaquer dans un pays, dans une ville, sans que tous les efforts soient faits pour que, bien sûr les institutions, bien sûr toutes les administrations, bien sûr les entreprises, mais aussi toute la population marocaine se sentent porteuse de quelque chose à cette occasion. C'est-à-dire que le succès d'une COP, il vient aussi, bien sûr, des résultats des négociations internationales, mais cela on ne les maîtrise pas toujours, malheureusement, mais il tient aussi au fait que les Marocains se sentent à la fois fiers de l'organisation d'un événement comme celui-là, je pense que c'est le cas, mais en plus se sentent porteurs des mêmes idées, des mêmes messages et des mêmes éléments fondamentaux d'une stratégie, d'une marque, d'un pays. À travers ça, c'est fondamental et important. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Merci. Merci beaucoup. Alors,
Alors pour parler en fait de l'inclusivité en fait de l'événement de la COP22, je pense que du secteur des énergies renouvelables, ce qu'il y a d'intéressant avant de passer la main à Monsieur Bazin, c'est l'inclusivité en fait même du secteur et de l'accès à l'énergie électrique. Hein. On sait qu'on a parlé de l'Afrique. On sait que c'est un des continents où l'accès à l'énergie électrique, et il y a 500-600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Et je peux m'empêcher de me rappeler qu'en 1995, seuls 18% de notre population rurale avait accès à l'électricité et que ce taux maintenant, il est de 99,6%. Donc ça a été réalisé en l'espace d'une quinzaine d'années. Et donc, à ce titre, je tiens aussi à rebondir sur la question qui avait été évoquée tout à l'heure, en disant qu'en Afrique, en fait, à part les champions, les grandes banques et les grands groupes qui étaient présents, il n'y avait pas beaucoup de PME. S'il y a bien un secteur où les PME sont actives dans le continent africain, c'est précisément dans les programmes d'électrification rurale, parce que cette politique nationale nous a permis de développer tout un tissu de PME très actifs sur le continent. Donc tout ça, c'est pour vous montrer un petit peu les pistes qui pourraient être explorées lors de la COP21 et mises en valeur. Mais avant de faire ça, je souhaiterais avoir, Monsieur Bazin, la position en fait du monde associatif par rapport à cet événement. On sait que maintenant, puisque la COP22, puisqu'il y a eu un accord au niveau de la COP21, on réalise qu'il y a peut-être, pendant qu'il y a des processus de ratification, sur lequel on aimerait bien aussi avoir quelques avis de votre part, on sait qu'il y a aussi peut-être des mouvements de contestation sur cet accord, puisqu'il existe, qui pourraient émerger avec des ONG. Donc on souhaiterait savoir d'abord de quelle manière, en fait, la France a géré ce dossier-là lors de la COP21 et qu'est-ce que vous anticipez pour la COP22 et quelles seraient en fait les meilleures pistes à explorer? Alors merci, bonjour à tout le monde, bonjour évidemment Brahim, merci beaucoup, merci Export Maroc et je ne suis pas du tout un spécialiste des ONG, mais pour autant j'ai vécu de très près la COP21 depuis ma petite lucarne parisienne. Je me souviens que la journée dramatique du 13 novembre, j'étais à Tanger pour la dernière journée des Médez. Et je participais à une table ronde avec Madame la ministre, Hakima El Haïté, et je me suis autorisé à une certaine prudence quant aux résultats de la COP21. Je me suis aventuré à envisager un succès diplomatique, c'était le cas. Un succès politique, c'est une évidence. Un sujet environnemental, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr, et j'en suis encore moins sûr à l'instant où je vous parle, puisque si on se réfère à ce qui s'est passé à Bonn encore hier soir, juste très rapidement, les 195 délégations qui étaient à Bonn hier, on va faire un peu d'actualité, on en est pour la ratification du traité. Je vais parler sous couvert de mon illustre voisin et ô combien spécialiste de la chose, mais ils le sont tous à cette table. On en est à 0,04. 17 pays ont ratifié l'accord de Paris. Et moi, je suis convaincu que l'accord de Marrakech doit aller plus loin, doit être évidemment beaucoup plus ambitieux. Et le Maroc, et la marque Maroc, doit être beaucoup plus ambitieuse que nos politiques français et que notre pays a pu l'être malgré les échéances que l'on avait, à un moment ou à un autre, instaurées et impliquées et annoncées. Alors, les ONG... Je vais prendre des petites notes parce que, très sincèrement, sur les différents points que l'on peut citer, je peux vous dire très clairement, le WWF, les Amis de la Terre, le Réseau Action Climat, ou que ce soit Third World Networks, tous ces gens-là. Par exemple, sur les 100 milliards de dollars par an, qui sont prévus jusqu'à 2020, d'abord, ça a été repoussé jusqu'à 2025, il faut le savoir, ça a été étendu. Alors, tous ces associations ont trouvé ça regrettable. Évidemment, on ne peut tomber que d'accord avec elles. Il y a un élément de consensus, un élément qui a vraiment apporté le seul point de consensus entre toutes les ONG qui étaient présentes à Paris et qui ont été relativement calmes, on peut le dire, au-delà
de cet état d'urgence qui malheureusement frappait notre pays à l'époque, je vous le rappelle, il y a un seul, et c'est très paradoxal et très étonnant, et c'est là où aussi je vais me permettre de mettre en garde les autorités marocaines, mais également toutes ces institutions dont vous avez parlé, parce que le seul point de consensus qui a obtenu l'accord de toutes ces ONG, c'est un point qui n'est absolument pas mentionné, ce sont d'ailleurs très peu sur les énergies, puisque l'accord de Paris ne mentionne pas spécialement beaucoup de choses sur les énergies, vous en conviendrez, Saïd. Et effectivement, ils sont tombés d'accord parce que pour eux, c'est l'arène mort de toutes les industries conventionnelles et toutes les industries carbonées. Et ça, c'est l'unique point de convergence des ONG. Alors, il s'est passé quoi à Paris? Il s'est passé un tournant historique, oui, tout le monde s'accorde à le dire, ça c'est vrai. On s'accorde à le dire parce qu'encore une fois, je le rappelle, succès diplomatique, succès politique. Bon, 15 jours après, M. Laurent Fabius était nommé président du Conseil d'État. Je ne suis pas sûr que vous avez entendu... Conseil constitutionnel, pardonnez-moi, mais c'est un État, le Conseil constitutionnel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Laurent Fabius depuis. Moi, personnellement, non. Donc le problème, il est un peu là aussi, c'est que... Et c'est très difficile de parler après vous, tous, parce qu'il y a deux bonnes raisons d'être optimiste sur la marque Maroc, sur Marrakech et sur cette COP22. La première raison, c'est que le Maroc et Marrakech accueillent pour moi la COP de l'Afrique. Si le Maroc passe à côté de cette chance, de cette opportunité historique, on se projetait tout à l'heure dans un avenir plus ou moins court, d'une année effectivement, et ce sera ma transition avec le deuxième point, d'une année vis-à-vis d'une population, vis-à-vis d'un peuple marocain. Si le Maroc rate cette échéance et cette opportunité et cette chance de se tourner vers l'Afrique comme le Maroc le fait, à travers ses grandes entreprises, certes, mais également il faut que les petites et moyennes entreprises regardent vers le sud ou vers l'est, je pense que ce sera formidable et le Maroc n'a pas le droit d'échouer à cet instant de l'histoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, mais M. Medvedovski l'a dit parfaitement, c'est un peu dur de revenir dessus, c'est que la population du Maroc embrasse littéralement cet événement. Que le Maroc, que le Marocain soit concerné, soit responsabilisé. Et là, je vais attirer votre attention sur un sondage de l'IFOP qui est sorti il y a juste une semaine à Paris. On demandait à un panel de 1200 Français ce qu'ils ont retenu de la COP 21 et pour eux, est-ce que ça avait changé quelque chose? 73% des Français interrogés ont estimé que ça n'avait strictement rien changé. J'ose espérer qu'au Maroc, on aura l'inverse. C'est ce que je voudrais, c'est que 73% des Marocaines et des Marocains répondent à cette question au mois de mai 2017. Oui, ça a changé. Oui, les choses ont changé. Parce que ce chiffre est catastrophique, mais il y a pire. Il y a le chiffre de 20% de Français, 20% de Français, alors que j'ai vécu la COP21 depuis Paris, je peux vous assurer qu'on a été assommé et sevré et gavé de COP21, mais je peux vous assurer que le chiffre terrible de 20% de Français estiment aujourd'hui être concernés par des questions environnementales. Alors tout le problème est de hiérarchiser les priorités. De quoi parle-t-on? En premier lieu, la réponse est les énergies renouvelables. Très bien. La pollution des océans. Très bien. La mobilité, les villes intelligentes. Mais il y a autre chose. Il faut absolument que la COP 22 arrive à rendre pédagogique ce mot brutal que j'exècre aujourd'hui, qui est le développement durable. Je n'arrive plus à le prononcer autrement que, voilà, difficilement. Mais c'est quand même terrible. Et juste pour en terminer, moi je suis convaincu que le Maroc a cette chance, au-delà de recevoir pour une seconde fois, une deuxième fois la COP, parce que c'est quand même pas facile de passer en termes médiatiques, en termes politiques, en termes diplomatiques, il faut le dire aussi. C'est pas facile de passer après ce rouleau compresseur qu'a été cette COP 21 à Paris. Mais là, en revanche, c'est toujours pareil, vous savez, il y a des photos libres de droit sur des bases de données et tout, où de temps en temps, pour symboliser le développement durable, ce mot abscon et terrible que je viens de reprononcer pour une seconde fois, vous avez du bitume partout, une fissure, puis vous avez une petite fleur comme ça, une petite pousse verte. Ben, un petit peu, pour moi, c'est le Maroc. C'est-à-dire que là, vous poussez au milieu de cette terre aride, parce que les 1,5% de réchauffement, qui y croit?
Saïd, vous y croyez? 1,5, pardon. Vous y croyez? Ça va être très difficile. Selon les ONG, on est entre 2,7 et 3,2. Et pour les plus pessimistes, on va être à 3,5. Et quand on sait que 3,5 ou 3, il faut déjà compter 1 degré de plus pour une Afrique subsaharienne, on va être à 4,5. C'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Alors oui, le Maroc a une chance historique. Le Maroc a tout entre les mains. Mais je vous en supplie, ne faites pas comme on a pu faire. Ne gâchez pas cette chance parce que, encore une fois, les ONG, elles ont été caressées, dans le sens du poil, pour éviter les heurts, les manifestations, etc. C'est clair. Là, il y a une initiative, pardonnez-moi. J'ai lu qu'une association qui s'appelle Ribat Al-Fat avait organisé au mois de février, ici au Maroc, une sorte de consortium d'ONG. Il y a plus de 1200 ONG qui se sont déjà réunies sur les 100 000 que compte le Maroc pour créer une coalition justement de ces associations. Encouragez-les, écoutez-les, et puis surtout, faites que, comme l'a dit M. Medvedovski, que la vie continue avec elle, main dans la main, parce que de toute façon, aujourd'hui, le Maroc ne pourra pas passer à côté de ces associations. Merci beaucoup, Éric Bazin. Alors, en ce qui concerne le fait de responsabiliser la population marocaine sur la COP22, je dirais que la grande différence avec la vôtre, c'est que la nôtre est beaucoup plus jeune. Hein, nous avons une démographie en fait qui fait que en fait les effets des changements climatiques sont perçus de manière beaucoup plus intrusive par rapport à nos générations que les vôtres. Et je dirais, vous avez mentionné en fait la nouvelle position de M. Fabius. Hein, et je dirais qu'en ce qui nous concerne par rapport à l'atout Maroc, c'est que les politiques que j'ai avancées depuis les années 60, ou les politiques énergétiques, ou les énergies renouvelables, ou l'électrification rurale, on s'étend sur 20 ans, 10 ans, le plan solaire, plan éolien. Donc, vous prenez uniquement le plan solaire, il a déjà fait 3 ministres de l'énergie. Pourtant, les objectifs ne changent pas. Il y a une continuité à ce niveau-là, je pense qui est rassurante pour la communauté internationale, pour la COP22. Oui, parce que nous, on n'a toujours pas de plan solaire, mais on en est au moins au 15e ministre, donc tout va bien. Très bien, donc sur ce, j'aimerais donner la parole à M. Brahim Fassifiri sur le rôle de la géopolitique, des think tanks et des idées émergentes, et bien entendu de ce capital jeunesse que vous incarnez, que vous encouragez si bien, tellement, en particulier lors des May-Days à Tanger, où je vois une audience très jeune et très active. Effectivement, merci Khalid. Si Eric a dit que c'était difficile d'intervenir après les autres, qu'est-ce que je dois dire, moi? Donc excusez-moi de prêcher pour ma paroisse. Tu as parlé, Khalid, des May-Days, je vais enchaîner là-dessus. Évidemment, les May-Days, depuis l'année 2008, Saïd était souvent présent. On a été les premiers au Maroc à organiser, dans le cadre des May-Days, des panels dédiés au COP. Les gens arrivaient, qu'est-ce que c'est? À l'époque, je pense qu'on était à la COP 15, c'était avant Copenhague, et nous avons mis donc à l'agenda une thématique, une session consacrée à la préparation de Copenhague. Dans un pays, avant le plan solaire, où les énergies renouvelables n'avaient pas encore été consacrées comme une priorité nationale, faisant partie de la vision de Sa Majesté pour développer effectivement les énergies renouvelables. Donc depuis le début des May-Days en 2008, chaque année on a organisé un panel sur la COP et en suivant les différentes désillusions, si vous pouvez me permettre l'expression, des négociations climatiques internationales jusqu'à ce fameux accord de Paris que Eric et beaucoup d'observateurs qualifient à juste titre d'accord diplomatique. Mais je crois que quand même c'est une base. Et je crois qu'il faut ne pas faire la fine bouche. Il y a eu beaucoup de désillusions. Copenhague, à mon avis, est un traumatisme. Alexandre
a parmi ses partenaires Jean-David Lévit, qui était le Sherpa du président Nicolas Sarkozy, qui était au cœur des négociations durant la COP de Copenhague. On a eu l'occasion d'en discuter avec lui, et lui, il en parle comme un véritable traumatisme. C'est effectivement son plus mauvais souvenir de diplomate. Et Dieu sait qu'il en a. Vous connaissez son surnom de diplomator. Donc, à travers les Meddays et les activités de l'Institut Amadeus, nous avons voulu, comme on le fait d'ailleurs sur d'autres thématiques, vulgariser ces questions de négociation climatique. Alors évidemment, à partir de Lima, lorsque le Maroc a été désigné pour organiser la COP22, compte tenu, comme l'a dit Saïd, de toutes les avancées et le fait que le Maroc soit un pionnier en matière d'énergie renouvelable, donc le Maroc est qualifié de facto pour porter ces négociations climatiques. Donc à partir de Lima, l'Institut Amadeus s'est concentré davantage sur la question de la COP22, en travaillant sur ces différentes thématiques et en faisant en sorte que, puisque un certain nombre de décideurs ont l'habitude de dire que Lima était la COP des négociations, Paris la COP des décisions et que Marrakech sera la COP de la mise en œuvre, pour faire en sorte que Marrakech soit effectivement, et je parle sous le contrôle évidemment de Saïd, que Marrakech soit la COP de la mise en œuvre. Alors il y a un cadre. Le cadre, c'est l'accord de Paris. Beaucoup d'observateurs disent qu'il n'est pas juridiquement contraignant. Donc à Marrakech, d'installer les différents outils pour faire en sorte, effectivement, d'arriver peut-être pas au zéro carbone, mais au bas carbone à l'échéance 2050. Et évidemment, le degré et demi à la fin du siècle. Mais je crois qu'il faut aussi, Alexandre le disait, se concentrer sur des objectifs précis et faire en sorte que Marrakech ressorte avec du concret. Je pense que les 100 milliards qui ont vocation à financer l'adaptation ou la réadaptation des pays du Sud, ça peut être un axe de travail intéressant. On a l'habitude d'entendre un slogan, bon c'est un slogan, et comme nous sommes dans une conférence sur la marque Maroc, même si ce matin nous avons dit que la marque Maroc ne devait pas être un slogan, nous avons entendu beaucoup de membres du comité de pilotage dire que la COP22 sera la COP de l'Afrique ou ne sera pas. Effectivement, je pense que pour être la COP de l'Afrique, il faut pouvoir répondre concrètement à cette question des 100 milliards, parce qu'une grande partie de ces 100 milliards par an iront en principe au continent africain. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité 2020-2025. Et je sais que Siaïd Zmkouar, négociateur en chef, a déjà pris son bateau de pèlerin. Et je pense que si on devrait mettre un compteur de kilomètres pour voir là où il en est arrivé. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut, c'est-à-dire à chacun à son niveau, œuvrer pour que l'accord de Marrakech soit un succès. Pour qu'il soit un succès, parce que Paris met la pression. C'est un accord diplomatique, c'est un accord qui a été salué sur le plan politique, sur le plan médiatique. Même s'il est insuffisant, Marrakech ne doit pas être la conférence COP21 plus 1. Marrakech doit être la première conférence qui s'intègre dans ce nouveau cycle de l'après-Paris, et avant d'arriver à 2020. Donc le rôle des think tanks, si Khalid, c'est évidemment d'accompagner le comité de pilotage, je parle des think tanks marocains, mais au-delà, parce que la COP est un événement mondial, d'accompagner le comité de pilotage, d'accompagner les négociateurs pour que la COP soit un succès réel. À un autre niveau, en tant qu'Institut Amadeus, donc je l'ai dit, au Meddays, depuis 2008, on a organisé un certain nombre de sessions, de panels. Mon ami Eric parlait de la session qui avait lieu malheureusement lors d'un jour tragique, le 13 novembre dernier, à Tanger. Donc cette session s'appelait tout simplement de Paris à Marrakech. Et c'était avant Paris. La ministre Haïti, elle, contrairement à toi, s'était engagée en disant que Paris sera un succès. Bon, tout dépend de notre prisme. On peut dire que Paris est un succès, disons, à minima, mais il reste un succès quand même. Nous avons aussi organisé un workshop, toujours en présence de Madame la ministre Haïti et d'autres membres du comité de pilotage auquel tu as participé, pour essayer de réfléchir à l'identité de la COP22. Comme nous sommes, je me répète,
dans une conférence consacrée à la marque Maroc, comment le Maroc, clairement, peut bénéficier de l'organisation de la COP22. Alors, je l'ai dit lors de mon intervention d'ouverture, c'est 196 parties, c'est près de 30 000 participants. 196 par pays, donc c'est 196 parties, parce que c'est le langage... Il y a la Commission européenne. Voilà, absolument. Le langage usuel sur la COP. Donc, évidemment, de facto, l'attention médiatique internationale sera consacrée pendant ces 11 jours sur le Maroc, sur Marrakech, qui est Marrakech déjà en soi une marque. Donc, le Marrakech Round, hein, qui a absolument vu la naissance de l'OMC. De l'OMC, mais à la COP, dans beaucoup d'articles, on a pu voir une comparaison entre la COP 22 et le GATT. Le GATT, en 1994, pour vous donner des chiffres précis, c'était à peu près 5000 participants de 100 pays. Donc il n'y a aucune comparaison possible avec la COP 22, qui sera le plus grand événement multilatéral et international jamais organisé au Maroc. Et ça, c'est un fait. Donc, en soi, c'est un acquis fondamental pour la marque Maroc. Maintenant, je parle sous le contrôle d'Alexandre, donc en tant que membre du groupement organisateur de la COP22. Il y aura un certain nombre d'espaces dédiés aux entreprises, aux organismes de promotion, aux ONG. Je parle aussi sous le contrôle de Saïd. Tu es le donneur d'ordre, c'est le prestataire, quelque part. Donc, je suis bien installé entre vous deux. Donc, ça sera un événement qui sera de facto une plus-value pour le rayonnement du Maroc. Mais à mon avis, il ne faut pas, Alexandre le disait, il faut désévénementiser la COP. Hein. Ce n'est pas qu'un jour, c'est un processus qui aura duré 2 ans, qui a commencé à Paris, qui finira en Chine, parce que la COP23 en novembre 2017 sera organisée en Chine. Et donc, il y aura un certain nombre de side events qui seront organisés par le comité de pilotage, mais aussi par le ministère de l'Environnement. D'ailleurs, permettez-moi de faire un petit peu de teasing. Et vous ne me voudrez pas une nouvelle fois de prêcher pour ma paroisse. L'Institut Amadeus et ESL, l'agence publique, vont organiser les 22 et 23 septembre un événement sous l'impulsion du ministère de l'Environnement consacré aux multinationales du Sud pour en faire le side event business officiel de la COP22 en essayant de réunir l'ensemble des multinationales du Sud qui sont aujourd'hui pollueuses et qui méritent de se retrouver autour de cette plateforme pour faire en sorte d'accompagner les négociations et les discussions. Voilà ce que je peux dire en quelques mots sur les think tanks et plus spécifiquement l'Institut Amadeus. Je crois qu'aujourd'hui, en tant que Marocain, on ne peut que se réjouir de l'organisation de notre pays, par notre pays de la COP22. Avoir les yeux du monde rivés sur nous pendant 11 jours et même au-delà, c'est une opportunité exceptionnelle. Et à nous de nous montrer déjà à la hauteur de cette confiance et de faire en sorte que la marque Maroc puisse bénéficier de ce rayonnement exceptionnel. Et merci beaucoup. On évitera ainsi également des showstoppers, hein, de parler au niveau du processus de négociation, la présidence française qui passe à la présidence marocaine de la COP. Alors, avant de conclure, je souhaiterais rendre cette session interactive et donc vous demander si vous avez quelques points particuliers que vous aimeriez soulever par rapport à justement cette opportunité qu'a le Maroc lors de l'organisation de la COP22. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y, je vous en prie. Merci. Alors, monsieur le modérateur, Sibn Hamou, vous avez parlé, heureusement d'ailleurs, de ce nexus que nous appelons nexus FUE, Food, Energy and Water. Vous avez parlé des phosphates et de l'eau. Alors, pour l'énergie, Sa Majesté a déjà donné ses instructions pour qu'il y ait une feuille de route. Donc, on sait que pour 2040, 52% des énergies seront des énergies à bas carbone. Pour ne pas dire seulement des énergies renouvelables, mais on va dire à bas carbone. Qu'en est-il maintenant de l'eau, sachant qu'on
qu'en 2030, il va y avoir un début d'une grande pénurie qui va toucher toute la région allant de l'Atlantique jusqu'au Nil, jusqu'à la vallée du Nil. Le Maroc, bien sûr, en sera affecté. Alors, est-ce qu'il y a un programme éventuellement pour des centrales de dessalement de l'eau de mer? Si c'est le cas, quelle énergie utiliseront ces centrales d'après vous, sachant qu'il y a des petites centrales qu'on peut monter aujourd'hui sur un camion? Maintenant, pour les phosphates, est-ce que après 2040, le Maroc ne sera pas, disons, sur, comme on dit, la ligne de mire de plusieurs pays, sachant que c'est le deuxième exportateur des phosphates. Le premier exportateur, le deuxième producteur, et que, bon, avec cette pénurie qu'on va avoir pour les fertilisants, j'espère que le Maroc, encore une fois, je ne suis pas pessimiste, j'espère que le Maroc ne sera pas encore sous protectorat de certaines grandes puissances pour monopoliser les phosphates. Qu'est-ce que vous en pensez, Sylfessi? Ma question s'adresse à vous aussi, Sylfessi Ferry. D'accord. Avant de passer aux réponses et de vous signaler qu'on a déjà beaucoup de stations de dessalement d'eau de mer qui tournent sur les côtes sahariennes et la majorité de notre capacité éolienne est installée dans cette région. Donc le dessalement par énergie éolienne, c'est en fait pour l'instant la principale source d'énergie de dessalement actuellement au Maroc, là où il y a la majorité des stations de dessalement. Je passe allez-y au fond, je vous en prie. السلام عليكم. غادي نلقي سؤالي باللغه العربيه. اعتقد انه الاغلبيه ديال الناس هنا كيفهموا العربيه. هذه تظاهره كبيره وكبيره جدا، والمغرب وحنا كمغاربه نفتخر بحكم انني فاعل جمعوي. بغيت نطرح سؤال على الاخ، ربما غادي يفهمني الاخ الفاسي الفهري. فعلا هذه واحد تظاهره كبيره، والمغرب لا محاله قادر باش يحقق هاد الفرحه هذه انا كنعتبرها فرحه. ولكن كنطرح عليكم سؤال: ماذا سيجني المغرب من اقامته هذه التظاهره على المدى القصير ولا على المدى البعيد؟ وشكرا. Alors on va prendre une autre question, allez-y, je vous en prie. Oui, ma question s'adresse à M. Saïd Mouline. C'est une excellente chose d'avoir intégré en amont de la chaîne de préparation de cet événement international les entreprises. Mais moi, ma question est, quid de la suite sur un plan temporel? Est-ce qu'il y a par la suite un plan de mobilisation des entreprises marocaines sur les questions climatiques et plus particulièrement sur l'efficacité énergétique qui, me semble-t-il, constitue votre cœur de métier? Alors on va prendre encore une dernière question. Très bien, alors deux questions plutôt. Une question, allez-y, au premier rang. Ensuite, je voudrais passer au dernier rang, puisqu'on a une question au fond. Moi, je voudrais juste faire préciser aux gens qui sont sur le panel que la COP, il y a une partie culturelle si on veut vraiment toucher le grand public, et c'est le cas. Sauf que ça n'a pas été mentionné, je pense que c'est important de le rappeler. C'est qu'au-delà de la participation des entreprises, des institutionnels, etc., il y a tout un volet culturel qui va accompagner la COP22 et qui est notamment fait pour qu'il y ait cette sensibilisation. Et si on pouvait en dire deux mots, parce que c'est tellement important pour toucher le grand public, c'est la sensibilité culturelle qui va toucher le grand public. Merci. On prend une dernière question de M. Malcolm Allan qui est intervenu ce matin. I wanted not to comment on the content of the conference, and I think the previous commentator has rather stolen my thunder. So my advice is this: having been involved in place and nation brand development now for 15 years, if you're going to run a conference of this international significance, use it as a showcase to tell a compelling story, not just about your commitment to climate change. Use it to tell the story that you're a great venue and have professional capability to run these conferences, because this may not be the last one you might like to organize, and perhaps becoming Africa's best conference organizing brand will help build your brand. And use it to educate and introduce people to the heritage and the culture and the leisure offer, the literature offer, the arts offer. Because I've been to a climate change conference,
And I didn't sit there and talk about rain and pollution 24 hours a day. I had great food. I talked about culture. I explored the place the conference was in. And you should really capitalize on that, because in doing so, you will build many aspects of your brand. I'm sure you're aware of these things, but that's got to be part of your brand building agenda. Thank you very much, Malcolm Allen. Marrakesh was at all time a meeting point at the crossroads, from the desert to the cities, north to south, east, west. So that would definitely be a point that this conference would be keen on building upon. Alors, est-ce que oui? Alors on passe à oui, on va passer une ronde de réponses. Qui veut prendre la question en premier qui lui a été destinée? Deux questions qui m'ont été destinées. Bon, premièrement, sur l'accaparation, le fait que les grandes puissances puissent s'octroyer les richesses de notre pays, les puissances classiques, si je veux dire. Moi, j'ai un exemple très concret. Le Maroc est en train de présenter une stratégie de gaz naturel liquéfié, le GNL. Il y a une compétition qui est ouverte. Elle est ouverte à tous les pays. Et nous avons vu lors des 2 récentes visites royales, et en Chine et en Russie, la signature de MOU sur le gaz naturel liquéfié. Donc, moi, je pense que ça sera un jeu totalement ouvert. Sa Majesté œuvre pour la diversification des partenariats économiques. Il l'a dit lui-même lors de son discours du 20 avril dernier à Riyad. Le Maroc est la chasse gardée de personne. Donc le jeu est, à mon avis, totalement ouvert. Je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, les yeux du monde seront rivés sur le Maroc du 7 au 18 novembre 2016, parce que la COP22 sera le plus grand événement multilatéral de l'année 2016. Paris a créé tellement d'attentes autour de la COP22, et peut-être que même que Paris a fait connaître mondialement ces 3 lettres COP, que les retombées pour le Maroc seront de facto très importantes. D'abord en termes économiques, parce que faire venir 35 000 personnes à Marrakech en 11 jours, je parle sous le contrôle de Saïd, c'est un acquis considérable. Ensuite, en termes de rayonnement, de notoriété, le gain est inestimable. Et ça, je pense que pour des dizaines ou une quinzaine d'années, on parle encore du GATT plus de 20 ans plus tard. Donc, qu'en sera-t-il de la COP? Et moi, je pense que, au contraire, il faut être optimiste, et les retombées pour notre pays seront considérables, d'autant plus que notre pays sera mis en valeur, et notre pays restera, et là encore, ça fera partie de la marque Maroc, comme un pays pionnier en matière d'énergie renouvelable, et un pays qui promeut la croissance verte. Et ça, c'est un acquis qui, à mon avis, ne va pas disparaître. Et je parle là encore sous le contrôle de Saïd. D'autant plus que la COP, en fait, s'insère juste avec le résultat des élections américaines. Donc on aura un effet de momentum et un écho, soit favorable, soit défavorable, considérable. De toute façon, la question climatique s'invite dans la campagne présidentielle américaine, dont on aura le résultat pendant la COP. Donc je suis sûr qu'on a là matière à débattre. De toute façon, le président Obama sera toujours en charge, puisque oui, non, mais la passation se fera le 22 janvier 2017. Non, mais en fait, c'est surtout pour la ratification de la ratification. Aujourd'hui, on est à 17% pour que l'accord de Paris soit ratifié. Là encore, pour que la Chine et les États-Unis, il faut que 55% des pays qui émettent plus de 55% des émissions le ratifient. On est encore très loin. Oui, allez-y, monsieur. Non, juste là-dessus, une précision, c'est que la Chine, le premier pollueur, et les États-Unis, à eux deux, constituent 40%. Ils ont déclaré à Bonn qu'ils étaient assez pressés d'en finir, ou tout du moins d'aboutir à la signature de ce protocole, ce qui n'est pas sans poser une question
un peu compliqué, je suis désolé parce que je pose des questions, mais je n'ai pas en posé. Mais quid de ceux des pays qui n'auront pas ratifié au moment où nous allons passer justement ces 55% et ces 55 pays quelque part, voilà. Et ça, effectivement, cette question s'adresse à Saïd, mais je suis désolé d'être le petit vilain canard tout noir, mais c'est vrai que cette question est importante parce que c'est la question en suspens qui reste hier soir à Bonn. Voilà, on se la pose, et bien autant se la poser aussi aujourd'hui à Casablanca. Saïd? Je crois, d'abord pour rebondir là-dessus, avant de répondre aux questions, je crois que l'aspect ratification, et on l'a vécu avec le protocole de Kyoto, rappelez-vous. D'abord, il y a des pays qui ne voulaient même pas entendre parler. Hein? Là, tout le monde a signé. Voilà. Mais tout le monde a signé et tout le monde est venu à New York, pratiquement. Alors, jamais aux Nations Unies, tous les pays ont signé. La ratification, qu'elle prenne du temps, dans certains pays, il y a des procédures administratives qui sont ce qu'elles sont. Donc, on n'a pas trop de crainte là-dessus. Surtout quand on a entendu, vous avez bien dit, la Chine et les États-Unis, qui sont... Et la Chine, il faut le rappeler, hein, parce que je parlais tout à l'heure de la réponse pour les entreprises, qu'est-ce qu'elles vont faire, etc. Si la Chine a beaucoup évolué, c'est parce que la qualité de vie dans les grandes villes chinoises est devenue insupportable. Hein, c'est beaucoup plus ça que les négociations qui ont poussé. Je peux vous le dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où tout le monde se rend compte qu'il y a une urgence, surtout pour les pays, les LDCs, donc les pays les moins avancés et les pays insulaires. Donc c'est pour ça qu'il y a une urgence. Et dans la feuille de route de la COP de Marrakech, c'est bien mis en avant comme priorité. Parce qu'il y a des urgences, plus qu'ailleurs. Et surtout, c'est pour ça que je n'ai pas trop de crainte, et répondre aussi à votre question tout à l'heure, vous dites est-ce que vous êtes confiant pour le 1,5 ? Moi, il y a quelque chose qui me rend optimiste, c'est que le modèle économique est en train de changer. Quand j'ai parlé que nous avons obtenu 30 centimes le kilowattheure en renouvelable, en éolien, en solaire, quelque chose est en train de changer, sur une base économique. Et ça fait quoi? Ça fait que... Avec parfois, un baril à 40 ou à 30 dollars. Oui, qui risque de remonter bientôt, il est déjà à plus de 50. Donc je pense que nous sommes dans un schéma où il y a cette transition énergétique qui est déjà entamée, COP ou pas COP, pour le renouvelable en tout cas. Et 250 milliards d'euros investis chaque année dans le renouvelable. Voilà ce qui se passe en ce moment dans le monde. Dont, quand on dit 40 000 mégawatts éoliens chaque année, 20 000 en Chine. Hein? Donc on est dans un schéma. Donc on est dans un schéma qui est parti. C'est pour ça que ça me rend optimiste, parce que même pour électrifier l'Afrique, vous en parlez tout à l'heure, et je crois que c'est important, parce que notre pays a réussi quelque chose d'exceptionnel en 15 ans d'avoir passé de 25% à près de 99% taux de création rurale. Nous sommes dans un schéma qui peut montrer que ce n'est pas seulement des technologies qu'il faut, mais de la gouvernance et de l'approche qui est aussi intéressante. Et c'est ça qui va être discuté aussi à à Marrakech. Et aussi, l'autre volet important, c'est que nous sommes dans un volet où, ça a bien été dit, comment mobiliser tout le monde. En tout cas, pour le secteur privé, il y a eu une approche, et ça répond aussi à la question, on a eu d'abord un pacte qui est aujourd'hui proposé aux entreprises pour qu'elles mesurent leur gaz à effet de serre, pour qu'elles le réduisent avec des accompagnements et pour qu'elles le compensent. Aujourd'hui, il y a un outil qui a été préparé avec la CGEM et avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, où les entreprises peuvent adhérer à un pacte qualitaire. Pourquoi on l'appelait comme cela? Parce que, comme je disais tout à l'heure, en Chine, c'est la qualité de l'air qui était très touchée, mais lorsqu'on parle du climat, c'est beaucoup plus global. Et pour les entreprises, on a des outils aujourd'hui, d'abord pour qu'elles le connaissent et qu'elles sachent de quoi il s'agit, leur impact et comment le réduire. Et autres. Donc aujourd'hui, il y a des modèles qui sont mis en place, et je dois le dire, pour répondre aussi à la question, هذه ماشي فرحة. هذا المشروع غادي يكون في باش يكون مستدام، خصنا لازم يكون بواحد الاعتبار باش نكونوا ماشي من يتسالي الكوب وكلشي يحبس. الشركات غادي يكملوا على سنين وسنين هذه السياسة اللي تاخذ بالاعتبار التنمية المستدامة. Donc on est dans un schéma où nous voulons qu'il y ait une durabilité. Nous allons entamer des projets qui vont perdurer. Et la COP ne va pas s'arrêter pour nous en novembre. On va aller, d'abord, on va présider jusqu'à la COP suivante, et toutes les actions qui sont proposées, qui sont prévues, sont dans cet esprit-là. Deuxième chose, vous avez bien été dit, il y a un espace de l'innovation. Nous voulons montrer les nouvelles technologies. Il y a des nouvelles technologies très bien maîtrisées par les entreprises marocaines aujourd'hui, qui vont être mises en avant. Mais c'est ouvert à toutes les entreprises du monde entier, pour l'innovation,
Pour les grandes entreprises, pour les PME. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, M. Benhamou, les PME ont un rôle très important. Et certaines d'entre elles, marocaines, ont participé avec Maroc Export à beaucoup d'événements en Afrique aujourd'hui pour montrer le savoir-faire dans certains domaines. Et je crois que c'est important et je crois que c'était quelque chose encore à mettre en avant. Donc nous sommes dans un schéma où il y a un savoir-faire, il y a un optimisme, pas trop béat, parce qu'il y a un modèle économique. Et je vous le dis, je suis beaucoup plus optimiste parce qu'il y a un modèle économique qui se met en place que par les négociateurs qui se connaissent. Alors on était à Bonn, c'est incroyable, les négociateurs se connaissent depuis 22 ans. Donc ils se connaissent chaque année, ils se retrouvent tous ensemble et ça repart. Et sur un point, on peut passer 4 heures à discuter. J'ai vu ça, j'ai dit, écoutez, vous savez, pendant que vous discutiez, il y a eu tant de renouvelables installés dans le monde. Alors, s'il vous plaît, essayez d'accélérer parce qu'on est dans un schéma où on peut aller beaucoup plus vite. Et nous avons des cas, vraiment, aujourd'hui, on parle de la mobilité électrique, on parle de l'efficacité dans le bâtiment, on parle dans l'agriculture, tout ce qui peut être fait, tous les secteurs sont concernés. Et cette transition est là. Et il ne faut pas aussi, parce que nous avons vu des émissions il n'y a pas si longtemps, où on parle de rupture, et des ONG viennent avec une optique de rupture, parfois certaines ONG. Et la rupture n'est pas possible. C'est une transition qu'on est en train de vivre. Et cette transition, il faut l'accompagner. Elle est prise en compte par tout le monde. Et quand quelqu'un ne veut pas jouer le jeu, il faut lui taper dessus. Je suis d'accord. Par contre, nous sommes dans un schéma où il faut accompagner cette transition. Et c'est ça qui va être proposé et montré dans le cadre de Marrakech. Merci. Alors avec ça, je vais vous demander de... Vous avez quelque chose de particulier? Je voulais juste revenir d'un mot sur ce que j'ai dit tout à l'heure, et ça complétera les interventions, parce que je ne vais pas redire ce que les uns et les autres ont dit remarquablement. C'est que, voilà, moi je pense le Maroc n'est pas brutalement devenu le centre du monde, même si ce serait probablement très bien pour vous, mais il s'avère qu'aujourd'hui, pour des raisons diverses que j'ai mentionnées tout à l'heure dans mon intervention, vous avez une position spéciale. Voilà, vous avez une position spéciale parce que on est dans un monde compliqué, vous êtes dans une zone géographique compliquée, vous êtes sur un continent qui suscite beaucoup d'espoir mais qui en même temps suscite beaucoup de crainte, et il s'avère que le regard, et c'est celui que je peux porter un peu aujourd'hui, puisque je suis, même si je suis président d'une société marocaine, je suis quand même un peu avec une vision extérieure, et donc aujourd'hui on regarde le Maroc comme un pays stable, comme un pays politiquement fort, comme un pays parmi les économies émergentes qui se développe de façon assez harmonieuse, qui a pris en considération toutes les dimensions de ce terme que mon ami n'aime pas beaucoup, mais d'un développement durable malgré tout, et d'un développement harmonieux. Et vous pouvez de ce fait-là bénéficier de ces marges de manœuvre, et la COP22 va être un formidable élément et un moteur, moi je crois qu'il faut que vous le voyez aussi comme un moteur, pour développer toute une série d'initiatives, toute une série de politiques publiques, toute une série d'échanges bilatéraux ou multilatéraux, parce que vous êtes d'une certaine manière un peu en situation de force. Donc il faut que le Maroc sache profiter de tout ça, en soit conscient et en profite bien. Voilà. Très bien, avec ça, et pour clôturer la séance, je vais passer la parole à Brahim Fassifiri. Merci Khalid. En fait, j'utilise mes prérogatives de co-organisateur pour passer outre le modérateur exceptionnel que nous avons lors de cette session et pour rappeler notre co-organisatrice, celle qui nous a fait le privilège de nous faire confiance, parce que nous avons proposé cette conférence en janvier à Maroc Export, tout naturellement, parce que Maroc Export est au centre, évidemment, de toute cette stratégie de promotion du Maroc à l'international. Je voudrais remercier Zahra, toute son équipe, notamment Lamia Bouzbouj, je ne sais pas si elle est dans la salle, pour le travail exceptionnel accompli. Évidemment, le travail des équipes de l'Institut Amadeus. Et cette collaboration entre Maroc Export et l'Institut Amadeus donnera de ses fruits. D'abord, nous publierons au mois de septembre un rapport sur la marque Maroc. Et toutes les contributions sont évidemment les bienvenues. Donc sans plus tarder, je me permets d'appeler Madame Zahra Mafiri à la tribune pour son mot de clôture. Et je vous demande de l'applaudir. Merci.